Bienvenue à ce nouveau numéro d'Agenda Médical, une émission qui existait déjà. Nous faisons mention à notre consoeur, notre regrettée Love Oka-Kolancia, et nous sommes là, fidèles téléspectateurs, pour vous servir. Une plaie profonde qui se forme dans la paroi à l'intérieur de l'estomac, causée par la bactérie Helicobacter pylori, l'ulcère gastro-duodénal. On en parle aujourd'hui. Et nous recevons sur ce plateau le docteur Glody Kapwadi, avec qui nous allons nous entretenir pour parler autour de ces sujets. Bonjour docteur. Merci, bonjour Madame France. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Non, pas du tout. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites exactement. Ok, je suis docteur Kapwadi Glody, comme vous l'avez si bien mentionné. Je fais mon internat à l'hôpital Mama Yemo, qui est actuellement centre hospitalier universitaire. C'est tout ce que je peux dire. Ok, docteur, nous allons débattre autour de ces sujets. L'ulcère gastro-duodénal. Je sais que vous êtes expert. C'est vous qui allez nous répondre, nous expliquer ce que c'est exactement et toutes les mesures préventives à prendre et si ça s'est guéri ou pas. Vous allez répondre à toutes ces questions. Bien sûr que oui, nous sommes là pour ça. Quels sont les symptômes? Lorsqu'une personne contracte cette maladie, quels sont les symptômes d'un ulcère gastro-duodénal? Ok. Déjà, quand nous parlons de l'ulcère gastro-duodénal, j'aimerais déjà dire un mot sur de quoi il s'agit. Okay. Parce que sous ces vocables, ulcère gastro-duodénal, c'est pratiquement deux pathologies qui sont là, deux maladies. Mais on les associe les deux par rapport à la similarité de leurs symptômes, la similarité de leurs cliniques. Et c'est comme ça que nous allons parler des ulcères gastro-duodénal tout d'un coup, alors que c'est des pathologies. Okay. Alors, si on veut parler maintenant de la symptomatologie de ces pathologies ou des ulcères gastro-duodénaux, nous allons les regrouper en trois groupes. Okay. Premièrement, nous avons la symptomatologie générale. Et quand quelqu'un est en train de présenter l'ulcère gastro-duodénal, il aura d'abord comme premier symptôme, ça sera une douleur au niveau épigastrique. Okay. Okay? La douleur au niveau épigastrique, c'est-à-dire, parce que nous sommes aussi en train de parler aux profanes, oui. La douleur au niveau épigastrique, c'est la douleur qui va du côté du sternum jusqu'au niveau des nombrils. Okay. Donc, dans cet espace-là, c'est ce qu'on appelle l'espace épigastrique. Alors, cette douleur, ça sera senti ou perçu sous forme de chaleur à l'intérieur. Mais aussi, en dehors de cette chaleur, il peut aussi y avoir des crampes qui peuvent même irradier jusqu'au niveau du dos. Okay. Ça, ce sont des signes pratiquement généraux. Mais aussi, nous pouvons avoir des signes d'aggravation. Quand on commence à voir ces symptômes-là, c'est-à-dire que la maladie est en train d'évoluer. Et la patiente ou les patients vont commencer à présenter des nausées, des vomissements, et il va même pouvoir commencer à saigner de la bouche, ce qu'on va appeler l'hématémèse. Okay. Il peut même commencer aussi à saigner de l'anis, ce qu'on va appeler les mélénans. Et ça, ce sont dans les cas d'aggravation de la maladie. Mais aussi, on peut arriver au niveau où la maladie se complique. Oui. Ça, c'est le troisième groupe de symptomatologie. Là, maintenant, on peut voir la personne ou la patiente ou les patients pouvoir commencer à présenter des signes d'anémie lorsqu'il y a complications ou même des signes de péritonite. Et les signes d'anémie, ça arrive parce que le patient, la personne a perdu beaucoup de sang. Bien évidemment, parce que quand nous sommes en train de dire qu'il peut commencer à saigner de la bouche et saigner de l'anus, il est possible qu'il perde beaucoup de sang et secondairement à cette perte de sang, à cette hémorragie, va s'installer une anémie. Dites-nous, docteur, où se trouve la bulbe duodénale? Parce que nous savons que c'est une partie de l'estomac, mais où se trouve exactement la bulbe duodénale? Ok, la bulbe duodénale, d'autres personnes l'appellent aussi, ou d'autres documents préfèrent l'appeler l'ampoule duodénale, c'est la première portion du duodénum. Parce qu'en réalité, le duodénum comprend 4 parties, 4 portions, nommées D1, D2, D3 et D4. Et la toute première partie, c'est qu'on appelait la bulbe.
Ok. Et comment diagnostiquer l'ulcère? Comment diagnostiquer l'ulcère? Déjà, on ne peut pas les voir physiquement comme ça. On a d'abord la clinique. Cette clinique que je viens d'étaler tout de suite là, regroupée en 3 groupes. Et quand vous avez cette clinique, ça vous donne déjà l'idée sur la maladie. Et quand vous avez aussi, en dehors de cette clinique, il y a les antécédents. D'où l'importance de bien parler avec les malades ou la patiente. Parce que celui qui vous vient avec des symptomatologies du genre une sensation de chaleur au niveau épigastrique, alors vous devez maintenant bien parler avec lui, surtout si vous êtes corps soignant ou corps personnel médical. Vous devez bien parler avec lui, histoire de savoir ses antécédents. Alors, quand vous connaissez ce qu'il a vécu avant, ce qu'il a pris avant, vous pouvez avoir idée sur les diagnostics. Mais pour bien confirmer les diagnostics, il faut passer par l'endoscopie. Ok. Lorsque vous faites l'endoscopie, en fait, l'endoscopie, c'est le fait de prendre un appareil, l'introduire soit par la bouche ou soit par la voie anale. Mais dans les cas typiques, si on veut parler de l'ulcère gastrique, il faudrait faire une gastroscopie, c'est-à-dire introduire un appareil par la voie buccale. Et l'appareil muni d'une caméra, ça nous montrera les lésions, s'il y en a, au niveau du trajet du tube digestif. Il semble que, docteur, l'estomac, le poumon et le cœur, ça marche de pair. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous répondre. C'est la même voie, au fait. Si une personne souffre, par exemple, de la gastrite ou de l'ulcère, est-ce que le poumon ou le cœur peut aussi être touché? Une personne qui souffre de l'ulcère gastrique, les poumons et le cœur peuvent être touchés, je dirais oui et non. Non, parce que ce n'est pas directement que le poumon sera touché. Ce n'est pas directement que le cœur sera également affecté. Parce que le cœur appartient à un système dans l'organisme qu'on appelle le système cardiovasculaire. Le poumon appartient à un système qu'on appelle le système respiratoire. Pareil pour le stomac qui appartient à un système qu'on appelle le système digestif. Ces 3 systèmes travaillent d'abord d'une manière indépendante. Mais lorsqu'il y a des complications où la maladie avance en s'empirant, c'est à ce moment-là que cet ulcère peut affecter aussi d'autres organes. Par exemple, le cœur. Quand est-ce que ça va affecter le cœur? Parce que lorsque le patient ou la patiente présente par exemple des hémorragies, il saigne par la bouche ou il saigne par l'anus. Et à ce moment-là, il y aura une diminution de taux de sang dans l'organisme. Or, nous savons, vous et moi, déjà ici, sur ces plateaux, même plusieurs qui sont en train de nous suivre, que le sang est géré par les systèmes cardiovasculaires, donc avec le cœur. Et lorsqu'il y aura diminution de sang, le cœur sera obligé de pouvoir commencer à travailler beaucoup plus que d'habitude pour pouvoir pomper assez de sang. Et c'est à ce moment-là que le cœur peut aussi se fatiguer. Et puis le cœur peut tomber en défaillance. Et ça viendra juste quand la maladie va évoluer en temps, en s'aggravant. C'est à ce moment-là que ça peut affecter d'autres systèmes. Et là, on ne dira pas que la personne souffre du cœur. Il souffre simplement de l'ulcère gastrique ou il souffre aussi de poumons. Qu'est-ce qu'on dira exactement dans ces cas-là? Parce qu'on voit que le cœur est un peu aussi affecté parce que l'estomac a un problème. Il a un problème de l'ulcère. On voit que le cœur est affecté. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on dirait exactement? Bon, la personne serait effectivement en train de souffrir de l'ulcère gastro-duodénal. Mais ça, on pourra compléter ces diagnostics pour dire que c'est un ulcère gastro-duodénal compliqué de une autre pathologie qu'on pourra citer, par exemple, compliqué d'une insuffisance cardiaque. Parce qu'à ce moment-là, le taux de sang est au rabais, le cœur fournit plus d'efforts, et puis ça se fatigue, et puis ça va tomber en défaillance. Mais on peut aussi dire, par exemple, quelqu'un étant en train de souffrir d'ulcère gastro-duodénal compliqué d'un choc hypovolémique, par exemple, parce qu'il a tellement saigné et que le taux de sang est devenu tellement moindre qu'il fait un choc.
Est-ce qu'il y a un médicament le plus efficace contre l'ulcère? Bon, s'il faut parler des médicaments les plus efficaces, il faut d'abord se rendre compte de l'origine de ces ulcères. Oui. Parce que la meilleure prise en charge, c'est la prévention. Oui. Alors, quand on ne sait pas prévenir, on risque d'être sur un tableau où on est presque incapable de pouvoir agir correctement. Mais dans les cas d'ulcère gastro-duodénal, il y a plusieurs étiologies, mais il y a l'étiologie la plus courante, oui, ou la plus fréquente, je dirais, c'est l'atteinte à Helicobacter pylori. Okay. C'est une bactérie qui est résistante à l'acidité, et lorsque la personne est atteinte à cette bactérie, il peut développer un ulcère gastrique ou ulcère duodénal. Et à ce niveau-là, s'il faut les soigner, il y a un traitement qui est déjà bien mis en place. Je ne dirais pas un médicament. Bien sûr qu'avec l'évolution, il y a un seul médicament qui a été produit comprenant plusieurs autres médicaments à l'intérieur. Oui. Mais d'actualité, ou plutôt d'une manière générale, on fait la prise en charge avec une trithérapie. C'est-à-dire on donne des antibiotiques, oui, et puis on met aussi... C'est la question que j'allais poser justement, si les antibiotiques aussi entrent en jeu lorsqu'une personne souffre de l'ulcère gastro-duodénal. Les antibiotiques, ça entre aussi en jeu? Oui, bien évidemment, les antibiotiques vont entrer en jeu parce que lorsque l'étiologie de l'ulcère est bactérienne, oui, il faudra nécessairement mettre de l'antibiotique. Dans les cas typiques, on pourra administrer la clarithromycine. Okay. Et c'est une combinaison de 3 médicaments, les métros, et puis on donnera les inhibiteurs de pompe à proton. Alors, à ce niveau-là, on peut donner des antibiotiques. Mais lorsque l'origine de cette maladie ou l'origine de cet ulcère n'est pas bactérienne, okay, là, on n'est pas obligé de mettre de l'antibiothérapie. Hein. Imaginez, parce que j'ai dit, il y a plusieurs étiologies. Oui, oui. Et ça peut aussi, l'origine peut être juste la prise de certains médicaments. Oui, qui provoque encore l'ulcère. Bien évidemment. La prise de certains médicaments, à l'instar des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que la plupart d'entre nous, surtout les dames, préfèrent prendre. Parce oui, que la plupart des dames aujourd'hui, surtout à Kinshasa et en RDC d'une manière générale, oui, quand vous leur donnez le paracétamol, ça ne marche pas. Il a oui, des maux de tête, elle a des maux de tête, paracétamol, ça ne marche pas. Il doit prendre ibuprofène, okay, il doit prendre diclofénac. Ces produits, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont capables de pouvoir entraîner des ulcères. Okay. Alors quand on les prend d'une manière très systématique et régulière, on est des fois en train d'exposer nos propres estomacs à ces ulcères. Ouais. Alors, quand l'étiologie de ces ulcères n'est pas bactérienne et qu'elle est d'origine médicamenteuse, les traitements, on ne va pas mettre de l'antibiotique. Voilà, à ce niveau-là, on va juste d'abord commencer par encourager les patients ou la patiente, oui, à pouvoir stopper avec la prise de ces médicaments, oui, et puis soulager cette acidité qui est notamment dans l'estomac et dans le duodénum. Et puisque vous avez dit que l'ulcère présente plusieurs sortes d'étiologies, donc est-ce que il y a des aliments interdits pour une personne qui souffre de l'ulcère gastro-duodénal? Ok. Déjà, derrière chacune de vos questions, je trouve oui, un moyen pour pouvoir donner oui, un schéma un peu systématique, oui, parce oui, que déjà, avec les ulcères, il faut savoir, en dehors des étiologies, il y a ce oui, qu'on appelle les facteurs favorisants. Oui. Ok. Les facteurs favorisants, ils ont pour manie de pouvoir soit ralentir les traitements ou soit aggraver la maladie. Ralentir la guérison plutôt, ou soit aggraver la maladie. Et parmi ces facteurs de risque ou ces facteurs favorisants, on a bien sûr une alimentation riche en épices, par exemple. Oui. Notamment, nous avons par exemple la muscade. Oui. Nous avons le poivre noir. Si vous avez l'habitude de mettre assez de ces aliments dans votre alimentation, de ces épices dans votre alimentation, oui, vous serez également exposé. Surtout pour ceux-là qui sont
déjà en train de souffrir de ces ulcères, ils doivent Oui. en éviter. En tout cas, ça, j'en ai déjà entendu parler. Une personne qui souffrait de l'ulcère, elle m'a dit que non, les médecins l'ont interdit de manger des aliments trop épicés. Exactement. Avec de muscade, comme vous l'aviez dit, et des cubes et tout. Oui. Donc, ces aliments doivent être moins épicés pour qu'elle puisse garder sa santé en forme. Bien sûr, parce que l'alimentation en a pour quelque chose pour l'ulcère gastro-duodénal, notamment la caféine, donc les cafés. Oui. Ça peut aussi soit aggraver l'état d'ulcère, ou soit retarder la guérison de la personne qui souffre de l'ulcère. Et pour les gens qui, lorsqu'ils mangent les haricots, par exemple, ou le pondou, du coup, ils ont mal à l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Lorsque vous mangez, parce que avec les haricots, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acide, il y a de l'acide à l'intérieur, les pondus également, mais qu'est-ce qui fait que lorsque vous mangez directement, vous avez mal à l'estomac? Non seulement le pondou, il y a beaucoup d'aliments comme ça, même le matembele, il y a des gens, lorsqu'ils mangent, ils disent que non, ça me dérange avec l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a exactement sur ce point-là? Ok, bon, si on doit parler de ces alimentations qui dérangent, j'ai dit, sur ces vocables de ulcère gastro-duodénal, il y a deux pathologies à l'intérieur. Oui. Et la plupart des fois, lorsque quelqu'un présente de douleurs immédiatement après les repas, surtout quand il prend le pondou et certains haricots, parce que ce n'est pas tous les haricots qui posent problème. Ok. Oui. Bon, d'ailleurs, c'est recommandé aux personnes qui ont des problèmes d'estomac de manger des haricots rouges. Ok. Oui. S'ils veulent vraiment tenir à manger les haricots, ils peuvent manger les haricots rouges. Ça, j'apprends aujourd'hui. Oui. Les haricots rouges. Les haricots rouges. Okay. Mais pour les autres, là, ça peut, comment je peux dire, provoquer la douleur. Ça pose problème. Oui, oui. Mais surtout, si une personne présente de douleur, immédiatement après les repas, ça donne idée directement sur le fait que la personne est en train de faire l'ulcère gastrique uniquement. Okay. Simplement, oui, oui. Uniquement. Parce qu'avec les ulcères duodénaux, lorsque quelqu'un mange, les repas calment la douleur automatiquement. Donc là, je comprends, docteur, qu'il y a plusieurs sortes d'ulcères. Et dites-nous un peu, qu'entendez-vous par le diagnostic différentiel? Parce que lorsque vous parlez de l'ulcère, je trouve que vous parlez de différentes sortes. Donc, qu'entendez-vous par le diagnostic différentiel? Bon, le diagnostic différentiel, c'est le fait d'avoir un seul ou pas non plus des symptômes ou des signes qui ont pratiquement les mêmes entités pathologiques. Okay. Et dans ces cas typiques, l'ulcère, les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Okay. Quand quelqu'un est en train de faire, il présente de douleurs, par exemple, douleurs au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine, comme vous voulez bien le dire, il peut être en train de faire un ulcère, soit ulcère gastrique, mais il peut aussi soit juste être en train de faire une gastrite. Une gastrite simplement. Et quelle différence y a-t-il entre ulcère gastrique et ulcère duodénal? Ok. Encore d'ulcère gastrique, on a dit au départ que c'était une plaie. Vous l'avez si bien dit lors de votre introduction, c'était une plaie. La plaie pouvait être superficielle ou ça pouvait aussi être profonde. Parce que là, il y a une érosion qui se crée sur la muqueuse de l'estomac. Okay. Mais avec la gastrique, c'est pas pareil. La gastrique, c'est juste une inflammation de cette muqueuse de l'estomac-là. Et quand la muqueuse de l'estomac s'inflamme, c'est à ce moment-là qu'on va appeler la gastrite, qui peut être soit aiguë ou soit chronique. Et lorsque vous avez ces plaies-là, est-ce que ça peut se guérir? L'ulcère gastro-duodénal peut se guérir? Oui. L'ulcère gastro-duodénal peut se guérir. Parce que généralement, docteur, je ne vous coupe pas la parole, on entend toujours dire que la gastrite, c'est une maladie incurable. Les personnes qui souffrent de cette maladie disent que non, moi, avec cet estomac, avec cette maladie, je vais vivre avec. Est-ce que c'est une maladie qui s'est guérie? Bon,
Là, vous êtes en train de parler de la gastrite. Oui. On parle aussi de l'ulcère et oui. tout ça, oui. L'ulcère, d'abord, lorsqu'il y a une érosion, il y a cette plaie. La plaie, c'est comme quelqu'un peut se blesser sur la main, peut se blesser sur le pied. Lorsque la plaie est bien soignée, il peut guérir de sa plaie. Ok. Oui, parce que c'est une plaie. Mais lorsque plutôt on parle de la gastrite qui est une inflammation, quand je dis la gastrite était aiguë et chronique, Oui. ok, la gastrite aiguë pouvait très facilement être soignée et puis guérir. Mais la gastrite chronique, quant à elle, plutôt, c'est difficilement guérissable. Même avec la gastrite, il y a la gastrite qui se guérit et il y a aussi la gastrite chronique. Oui. Quand la gastrite elle est aiguë, ça peut se guérir avec les traitements vous donnez et puis la personne sera soulagée. Et il peut, s'il prend en compte toutes les mesures préventives, il peut ne pas refaire les épisodes de crise. Mais lorsque la gastrite atteint un stade chronique, là, ça révèle une allure d'irréversibilité. Donc l'ulcère duodénal est bien curable. Oui, bien sûr, comme une plaie. Parce que vous avez parlé de la plaie. La plaie, lorsque vous avez sur la main ou sur la jambe, là, vous le voyez. Mais là, c'est à l'intérieur, docteur. Justement, voilà pourquoi j'ai dit, pour le diagnostic de cette maladie, le plus souvent, on passe par l'endoscopie, oui. notamment la gastroscopie. Oui. Quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez soit faire une biopsie pour déterminer c'est quoi également et exactement la cause. Si vous découvrez la cause, vous traitez la cause. Si vous découvrez la cause, vous traitez la cause. Vous avez donc la possibilité de pouvoir les traiter. Ok, donc c'est une maladie curable. Il faut que le téléspectateur puisse comprendre parce qu'il y a une personne qui souffre de l'ulcère qui m'avait posé la question et lorsque j'avais dit que je vais recevoir un médecin sur notre plateau, elle a bien demandé de poser la question si c'est une maladie curable ou non. Oui, bien sûr que l'ulcère, c'est une maladie curable pourvu de bien être bien diagnostiquée et puis bien suivie. Et quels sont les conseils donnerez-vous aux gens, aux personnes qui ne sont pas encore atteints, qui n'ont pas encore atteint cette maladie? Quels conseils donnerez-vous à ces personnes? Bon, je vais risquer de répéter un peu la phrase que je venais de dire tout de suite là. Oui, c'est que le meilleur traitement, c'est la prévention. Le meilleur traitement est la prévention. Oui, le meilleur traitement, c'est la prévention. Alors, quand vous n'êtes jamais victime de cette maladie, si vous n'en avez jamais souffert, donc vous devez savoir qu'il y a certains principes que vous devez juste respecter, notamment une bonne alimentation, en évitant les aliments très épicés. Notamment, vous devez aussi éviter le tabagisme, l'alcoolisme chronique. Vous devez éviter, sont des éléments, des facteurs qui te prédisposent à pouvoir développer cet ulcère. Alors, si vous n'avez jamais présenté l'ulcère, il est bien temps de pouvoir prendre des précautions pour ne pas en tomber dedans. Et pour les personnes qui en souffrent déjà, quel mode de vie doivent-elles adopter? D'abord, d'une manière générale, c'est un conseil que nous donnons à toute personne qui a un problème de l'estomac, pouvant être une gastrite, pouvant être un ulcère et j'en passe. D'abord, 2 règles que moi je donne toujours, surtout à mes patients et à mes patientes. Surtout à mes patientes parce que les patientes sont plus nombreuses que les patients. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup plus de femmes qui souffrent de problèmes d'ulcère que les hommes? Bien sûr que oui, les études même ont démontré. Bon, surtout avec les ulcères gastriques, c'est plus les femmes que les hommes. Alors, on a plus de patientes que les patients. Et là, c'est lié au stress ou quoi? Bien sûr, le stress aussi, il y en a pour quelque chose, mais les dames en portent trop dans leur cœur, en fait. Et bon, ça, c'est juste une raison de façade. Mais en vrai, les études ont démontré que c'est plus les dames qui en souffrent surtout les ulcères gastriques, que les hommes. Alors, ceux qui en souffrent déjà, nous vous conseillons comme les 2 éléments que je donne toujours, ne laissez pas toujours votre estomac vide. Faites de votre mieux pouvoir manger quelque chose chaque 3 heures du temps
Et surtout, ne mangez pas des aliments solides après 20 heures. 2 principes qui vont maintenir votre estomac dans un bon état. En dehors de ça, vous allez faire la prévention que nous venons de balayer. Tout de suite là, on a parlé de certains aliments à éviter. Une alimentation ne devrait pas être trop épicée. Éviter la prise de certaines boissons comme les cafés, comme du thé. Éviter certains aliments, notamment comme l'énergie. Bon, permettez-moi de pouvoir citer certaines. Je n'ai pas cité la maison. Les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes. Okay. Oui. Et la plupart d'entre elles, si pas toutes, sont capables de pouvoir aggraver un état d'ulcère. Alors, ils doivent bien faire attention avec ce genre de boissons. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci de passer sur notre plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Surtout que j'ai aimé beaucoup l'accueil. Et je crois que si on m'invite prochainement, je ne manquerai pas de venir. Vous serez toujours le bienvenu à la RT Duc. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci à toute l'équipe technique qui ont concouru pour la réussite de cette émission. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.